Série d'arrestations à Gao, l'armée malienne vient de mettre la main sur des combattants du MNLA et du Moujao, parmi eux une personnalité de l'État fantôme de l'Azawad. Il s'agit de son imaginaire ministre de la Santé. À Samanko, 30 éléments des forces de sécurité maliennes renforcent leurs connaissances. Ils apprennent les phases de destruction des explosifs. L'initiative est de la direction du génie militaire en partenariat avec le Bureau des Nations Unies au Mali. Au Cameroun, les recherches des 7 otages français enlevés mardi se poursuivent activement sur le terrain. Selon les autorités, c'est dans le nord-est du Nigeria, dans l'état de Borno, que pourraient se trouver les otages. Le Quai d'Orsay appelle à la prudence et à la discrétion. Merci de votre présence. Bonsoir à tous. Bienvenue à ce journal. Audience à la primature. Le chef des opérations du Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires et le président de la MISMA ont été respectivement reçus par le Premier ministre Django Sissoko. Si avec le premier, il a été question des besoins humanitaires des populations dans les zones de guerre, avec le second, les échanges ont porté sur le déploiement des forces de la MISMA et les modalités de la mise en œuvre de la feuille de route du gouvernement. Compte rendu d'audience, c'est avec Soumaïla Berti. La première personnalité reçue par le Premier ministre est le chef du Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires. Jong Ging est en visite de prospection des besoins humanitaires urgents des populations touchées par la crise au Mali. Le responsable onusien s'est rendu à Mopti et Tombouctou où il s'est fait une idée de la question. Il était important que je vienne rencontrer M. le Premier ministre pour m'enquérir des priorités dans le domaine de la réponse humanitaire à la crise de ce pays. Et c'était important que je vienne lui renouveler l'engagement des Nations Unies à soutenir le Mali dans le domaine de l'action humanitaire. Maintenant que je suis rentré de Tombouctou et de Mopti, j'ai pu me rendre compte que les besoins sont nombreux et urgents. Le déploiement des forces de la MISMA est en cours et estimé à plus de 70%. Et son chef, le Burundais Pierre Buyoya, est venu partager avec le chef du gouvernement les dernières informations sur la question et sur bien d'autres. J'étais venu voir le Premier ministre à ma nouvelle qualité de représentant spécial de la présidente de la Commission de l'Union africaine, et en même temps chef politique de la MISMA. J'étais venu faire un rapport au Premier ministre où nous en sommes dans le déploiement de la MISMA. Que ce déploiement, je lui ai dit que ce déploiement est largement avancé. Je crois que nous sommes à plus de 70% des effectifs sur le terrain. Deuxième point, je suis venu voir le Premier ministre pour m'enquérir sur l'évolution de la mise en application de la feuille de route. Aussi, le chef de la mission internationale de soutien au Mali est venu s'enquérir des nouvelles de la mise en place prochaine du Comité national de dialogue et de réconciliation. Pierre Buyoya n'a pas manqué d'exprimer tout le soutien de la communauté internationale à cette initiative nationale. Restons avec le directeur des opérations humanitaires des Nations Unies, John Jing, avant d'être reçu par le Premier ministre Django Sissoko, était en 5e région, précisément à Mopti, où il a rencontré le comité régional de crise. Il a également visité l'hôpital régional Sominé Dolo de Sévaré. Le récit de la visite, c'est avec notre correspondant Jules Sambou Sissoko. Le directeur des opérations humanitaires des Nations Unies, John Jing, foule pour la 2e fois le sol mopticien. Aussitôt arrivé à l'aéroport de Sévaré, il s'est rendu à l'hôpital régional Somineur Dolo. Ici, le visiteur du jour a eu droit à une visite guidée des différents départements de cette structure sanitaire de 2e référence. Sa création a été opportune, tout comme la visite de John Jing. J'ai voulu venir voir le type de services qui sont disponibles pour les populations et pouvoir réunir des éléments que je pourrais partager lorsque je retournerai au siège des Nations Unies à New York. Le personnel médical soignant de cet hôpital m'a impressionné par son professionnalisme, sa conscience du sens de leurs responsabilités. La visite a permis aussi de nous rendre compte des besoins
de cet hôpital, des besoins qui peuvent permettre un fonctionnement plus optimal. La rencontre avec le comité régional de crise et le gouverneur de région a surtout permis au directeur onusien d'avoir une meilleure compréhension de la situation humanitaire très préoccupante avec plus de 40 000 déplacés dans la région de Mopti. Le brillant exposé sur le bilan des activités du comité régional de crise, suivi de la remise d'un document propre, aidera à la diligence dans le traitement du cas du Mali. Une fois John Jing l'évoquera à son retour au siège des Nations Unies à New York. Et nous avons ce message de condoléances du président de la République par intérim, professeur Djonkouda Traoré, au président de la République tchadienne, son Excellence M. Idriss Déby Itno, suite au décès de militaires tchadiens au nord Mali. Monsieur le Président et chers frères, c'est avec une profonde affliction, une grande tristesse que le peuple malien et moi-même avons appris la tragique perte de 13 soldats tchadiens tombés le vendredi 22 février 2013 sur le champ d'honneur lors de violents accrochages avec des terroristes et des narcotrafiquants dans le secteur de Tessalit et région de Kidal. En cette douloureuse circonstance, je voudrais au nom du peuple malien, des institutions de la République et en mon nom personnel vous exprimer ainsi qu'au peuple ami du Tchad durement éprouvé ma profonde compassion et mes condoléances les plus émues. Je prie pour le repos de l'âme des disparus et souhaite prompt rétablissement aux soldats blessés lors des dits accrochages. Signé le président de la République par intérim, professeur Djonkouda Traoré. Les députés membres de la cellule de crise de l'Assemblée nationale viennent de boucler une tournée dans les localités libérées des 4e et 5e régions. La mission a pris fin à Markala, Nyono et Djabali. Dans ces zones, les députés ont rencontré les forces armées maliennes qui assurent la sécurisation de la ville et des populations. Constat, quelques difficultés liées à l'insuffisance de moyens logistiques et du personnel. Nos envoyés spéciaux à Ségou, Mohamed Diarra et Abdul Salam Bambara. Djabali, cette localité qui a inscrit son nom dans l'histoire du pays. Nous sommes dans le fuseau ouest. Les forces maliennes, burkinabées et un détachement des forces françaises sécurisent les lieux. L'ennemi était là, donc certains sont partis. On ne sait pas exactement où ils sont, mais les patrouilles sortent pour déterminer exactement les positions dans lesquelles l'ennemi se trouve afin de les détruire dans ces différents points. Les députés ont rencontré les forces armées maliennes qui ont fait part de leurs préoccupations aux visiteurs. Il y a le manque de moyens logistiques, l'insuffisance du personnel et de locaux puisque les camps ont été saccagés par les djihadistes. Des préoccupations qui devront trouver leur solution dans la loi de programmation militaire. Nous les avons promis que dans les jours à venir, l'Assemblée nationale doit recevoir la loi de programmation militaire qui doit aussi prendre en charge toutes leurs préoccupations en matière d'équipement, en habillement, en matière de santé. Les députés ont aussi transmis les félicitations et les encouragements du peuple malien au contingent burkinabé déployé à Alatona. Dans toutes les localités visitées, les députés ont insisté sur la bonne cohabitation entre les populations elles-mêmes d'une part et d'autre part entre celles-ci et les forces présentes. Nous voudrons que la population soit tolérante l'une envers l'autre. Nous voudrons que la population dialogue ensemble. Nous voulons que la population se retrouve. Il faut qu'elle se retrouve. Ceux qui sont à l'extérieur reviennent. Ceux qui sont à l'intérieur aussi reviennent chez eux. Que chacun revienne chez soi pour que les gens vivent comme auparavant. La mission effectuée par les élus de la nation aura simplement été pleine d'enseignements. Ce sont ces renseignements-là que nous sommes prêts à dire au peuple et le peuple doit tout entier se lever aujourd'hui, se donner la main, rester soudés afin que nous puissions traverser cette crise et atteindre dans un bref échange l'éclosion de notre économie. À Ségou, les députés ont rendu visite aux blessés de guerre. Parmi ceux-ci, des militaires et un civil. À tous ceux-ci, ils ont fait un geste symbolique. Les députés ont déclaré avoir pris bonne note des préoccupations des militaires et promettent de les transmettre à qui des droits. Et cela afin que l'armée soit mise dans les conditions lui permettant d'assurer sa mission de défense de l'intégrité du territoire.
L'armée malienne vient de mettre la main sur des combattants du MNLA qui opéraient à Ménaka. Parmi eux, un Burkinabé, un Algérien et un Malien. Ces derniers étaient le ministre de la Santé du gouvernement imaginaire de l'État fantôme de l'Azawad. Nos forces armées et de sécurité ont également arrêté 6 combattants du Mujao à Gao. Les précisions, c'est avec nos envoyés spéciaux Daouda Sidiki Diarra et Massandoubia. Sale temps pour le MNLA, ce mouvement de bandits armés qui a saccagé et pillé les édifices publics et privés des régions du Nord a amorcé sa phase de déclic. Les forces maliennes ont arrêté 3 de ses militants à Ménaka. Cela s'est passé le 9 février dernier. Parmi ces prisonniers, il y a un Burkinabé, un Algérien et un Malien qui serait le ministre de la Santé de l'État fantôme de l'Azawad. Ils ont été transférés ce dimanche à Bamako. Le Burkinabé Ibrahim Ag Ali, l'Algérien Alassane Agdana Aksili et le Malien Abdul Karim Ag Matafa, ministre de son État, sont accompagnés de 6 combattants du Mujao et de 2 présumés cas de vol. D'importantes quantités de matériel ont été saisies sur les éléments du MNLA. Autre titre de ce journal, à Samanko, 30 éléments des forces de sécurité maliennes sont à formation pratique. Ils apprennent les phases de destruction des explosifs. La formation comprend la présentation des sites d'identification du matériel de détection des explosifs et des séances d'explosion d'obus et de munitions abandonnés. L'initiative est de la direction du génie militaire en partenariat avec le Bureau des Nations Unies au Mali. Agibou Koulibaly. Les 30 stagiaires des forces armées et de sécurité du Mali viennent de boucler une formation théorique sur l'identification, la neutralisation et la destruction des engins explosifs. À Samanko, des séances d'explosion d'obus et de munitions abandonnées sur le terrain concrétisent cette formation théorique. Ces éléments fraîchement formés vont répondre immédiatement sur le terrain pour intervenir dans le cadre de la dépollution humanitaire au niveau des localités durement touchées par les restes explosifs de guerre, c'est-à-dire de Djabali en passant par Kona jusqu'à Tombouctou, Gao, Ménaka, jusqu'à Kidal, partout où besoin sera. Cette formation sur le terrain est donnée par des experts suédois de l'Agence civile suédoise des urgences. C'est un honneur pour eux de venir aussi au Mali et d'aider les Maliens à faire cette formation. Les stagiaires se disent très heureux de participer à cette formation sur la destruction des engins explosifs. Les interventions ne sont pas rien que les faits seulement par rapport aux colis piégés, aux voitures piégées. Et cette formation d'artificier, dès à présent, va permettre à la province d'avoir une unité d'intervention spécialisée en matière de destruction d'explosifs et de munitions abandonnées. La garde nationale est désormais prête à pouvoir détruire et neutraliser les explosifs trouvés dans les zones les plus irrégulières telles qu'Abbé Bara, Inakoundé, Nabok. Cette formation pratique de Samanko va permettre aux stagiaires des forces armées et de sécurité du Mali de maîtriser les différentes phases d'explosion des obus et de munitions abandonnées sur le terrain. Ici à Bamako, direction l'hôpital Gabriel Touré qui reçoit plusieurs blessés de guerre. Et justement, ces militaires ont eu la visite aujourd'hui même du président du comité militaire de réforme des forces de défense et de sécurité du Mali, le capitaine Amadou Aya Sanogo. Les détails avec Agibou Koulibaly. C'est pour s'enquérir de l'état de santé des combattants blessés que le président du comité militaire de réforme des forces de défense et de sécurité du Mali s'est rendu à l'hôpital Gabriel Touré. Une visite positivement appréciée aussi par les militaires qui recouvrent leur santé que par le corps médical. À sa façon, le capitaine Sanogo rassure les soldats au front de son accompagnement et de toute l'armée. C'est réellement venir témoigner toute notre sympathie, notre adhésion à ces soldats, bien sûr, qui donnent de leur vie, qui donnent de leur sang pour la nation malienne. Et au-delà de ça aussi, profiter à chaque visite, donner un bonjour au corps médical militaire aussi bien que civil, de l'ensemble des hôpitaux du Mali, parce qu'ils sont en train d'abattre un travail formidable. On n'a pas de mots, on n'a pas d'argent, on n'a rien pour réellement payer l'effort qu'ils sont en train de faire pour cette nation malienne. Parce qu'accepter mourir pour une nation, je pense que c'est quelque chose qui est noble et qui est donné uniquement aux soldats. Nous en sommes fiers. Et nous savons que la mission est encore difficile et ça demande beaucoup. Mais encore une fois, on leur demande de prendre plus de courage, plus de professionnalisme,
le respect des normes militaires et le respect des normes internationales. C'est avec un grand espoir que le capitaine et sa délégation ont quitté ses compagnons d'armes à l'hôpital Gabriel Touré. Les dons à l'endroit du Mali continuent d'affluer. C'est au tour de la République fédérale du Nigeria de mettre à la disposition de notre pays plus de 1500 tonnes de vivres comme soutien aux personnes déplacées, aux victimes de guerre. La réception a eu lieu ce matin à l'ambassade du Nigeria au Mali. Youssouf Diakité. Ces documents signés entre l'ambassadeur du Nigeria et le ministre de l'Action humanitaire, de la solidarité et des personnes âgées met à la disposition du Mali plus de 1500 tonnes de vivres à destination des personnes déplacées et des victimes de guerre. Our desire is to live peacefully with one another. Et notre désir, c'est de vivre en paix l'un avec l'autre. And be more occupied with development rather than crisis. Et de nous occuper davantage des problèmes de développement que des crises. Mali has had some difficulties in the last 10 months. Le Mali est confronté à des difficultés depuis les 10 derniers mois. We, as Nigerians and the government of Nigeria, have been very sad. Et le gouvernement du Nigeria est très triste concernant ce problème. Over this development. We cannot feel at ease. Donc nous ne pouvons pas nous sentir à l'aise when our brothers and sisters here in Mali, quand nos frères et sœurs ici au Mali are suffering. Souffrent. Un sentiment, encore une fois de plus, de magnifiant de la solidarité qui existe entre les Africains, de façon générale, et entre le Nigeria et le Mali en particulier. Parce que, vous le savez, nos relations sont séculaires. Le sentiment aussi aujourd'hui que j'ai, c'est un sentiment de satisfaction parce que je l'ai dit tout à l'heure à son Excellence que je viens de Tombouctou où des besoins énormes existent pour l'ensemble de la région. Et c'est une grosse opportunité pour nous aujourd'hui. Nous sommes engagés à aller agir très rapidement. Donc aujourd'hui, Honorable nous donne l'occasion de pouvoir remplir nos engagements et dès la semaine prochaine, avec sa permission, c'est ce que nous venions de lui demander, nous allons faire partir le convoi à destination de la région de Tombouctou, de l'ambassade du Nigeria, pour encore une fois de plus marquer la solidarité africaine. En conclusion, les deux personnalités ont laissé entendre cette philosophie que tout le monde doit épouser désormais au Mali, à savoir vivre et laisser vivre et non vivre et laisser tuer. Fin de citation. Même élan de solidarité à Caille, les collectivités territoriales, le Haut Conseil islamique et les opérateurs économiques ont remis plus de 50 millions de francs CFA au comité régional de crise. Mahamadi Alioubari nous en dit plus. L'élan de solidarité continue à se manifester à l'endroit de nos forces armées et de sécurité dans la région de Caille. Au total, les opérateurs économiques, les collectivités et le Haut Conseil islamique ont remis au Conseil régional de crise plus de 20 millions de francs CFA, dont plus de 10 millions de francs CFA offerts par le groupement de commerçants de Caille. La France et d'autres pays amis ont accepté de sacrifier des vies humaines à notre côté. Nous, Maliens, on ne peut pas rester indifférents pour cet effort. Ces fonds s'ajoutent aux 32 millions de francs CFA déjà collectés par le comité régional de crise. Donc la région de Caille a mobilisé plus de 50 millions de francs CFA à ce jour. L'occasion était bonne pour le gouverneur des régions Salif Traoré d'informer l'assistance sur la situation sécuritaire, tant sur le plan régional que national. Aussi, le gouverneur s'est dit fier de ses dons et a invité la population à la vigilance. Nous avons bien précisé que l'aide qui est demandée a deux objectifs ici au niveau de la région. Premier, c'est le compte national qui a été ouvert au niveau de la BDM. Donc beaucoup de nos concitoyens de Caille sont en train de verser leur contribution à ce niveau-là. Mais également, certains sont en train de venir donner de l'aide au niveau du comité de crise pour permettre aux commandants des zones et à ces hommes de faire des activités au niveau de la région pour sécuriser la région. Après avoir formulé des bénédictions pour que le Mali retrouve sa stabilité, le comité de crise a salué l'effort des pays amis qui sont aux côtés de nos forces armées et de sécurité pour la reconquête des régions du nord de notre pays.
À présent, une question. Comment sortir le Mali de l'imbroglio sécuritaire? La problématique est au centre d'une conférence du Parti pour la Renaissance nationale Parina. L'objectif de la conférence est de trouver des pistes de solutions permettant au Mali de retrouver la paix. Tcheblin Rami, président du Parina, estime que le processus du dialogue politique doit être enclenché sans délai pour la refondation de la démocratie et des institutions de la République. Brahma Traoré, reportage. Une conférence aux allures d'un cours magistral sur la crise sécuritaire et institutionnelle. Ainsi peut-on qualifier l'exercice auquel s'est livré le président du Parti pour la Renaissance nationale. Dans son explication, le numéro 1 du Parina mettra l'accent sur la nécessité de préserver la nation et de sceller un nouveau pacte national pour la paix et la réconciliation. Le conférencier estime également qu'il faut poser les fondations des renouveaux démocratiques et de la renaissance du Mali, le tout soutenu par un dialogue politique. Ce processus politique visera à crever les abcès, penser les blessures, tirer les leçons des secousses et des épreuves traversées, dessiner les contours du Mali post-crise et poser des fondations plus solides de l'édifice sur lequel reposera notre commune volonté de vivre ensemble. Pour vivre ensemble, le processus politique doit comporter 3 étapes selon le conférencier. La première est le dialogue intermalien. Pour ce faire, le président du Parina propose la tenue d'une mini-conférence nationale sur la crise du Nord. Elle regroupera les représentants de toutes les communautés du Nord, élus, société civile, chefs traditionnels, leaders religieux, leaders de femmes et de jeunes. Les groupes armés qui déposeront les armes et qui se plieront aux lois de la République. Les conclusions de ce congrès des communautés du Nord seront soumises pour amendement et validation aux assises de toutes les forces vives de la nation, afin de sceller un nouveau pacte national. Quant à la deuxième étape du processus politique, elle concerne l'élection des nouveaux présidents de la République, lequel à son tour devra organiser des assises nationales sur les causes de la crise, troisième étape du processus politique. Fort d'une légitimité fraîche, le nouveau président de la République prendra toutes les dispositions nécessaires pour la réunion des assises nationales ou des états généraux de la nation afin de réfléchir sur les causes profondes de l'effondrement de l'armée et de l'État, du dysfonctionnement des institutions, des crises institutionnelles et sécuritaires. Autant de propositions qui servent de matière à réflexion afin de trouver une solution définitive et durable à la crise du Nord. Visite du ministre de l'Agriculture dans la région de Kaï. Baba Berté s'est rendu à Dramane, Seboutou Koura et Yelimane où il a visité des réalisations de l'Agence de développement rural dans le bassin du fleuve Sénégal, les réalisations faites avec l'appui de la Banque mondiale. Il s'agit des périmètres maraîchers qui sont généralement exploités par les femmes et les jeunes. Près de 200 millions de francs CFA ont été investis dans l'aménagement de ces périmètres maraîchers. À Yelimane, le ministre de l'Agriculture a été agréablement surpris par la culture de Decru, c'est ce que nous dit Jafar Aïdara. Le village de Dramane, situé à 80 km de Kaï, a été la première étape de cette visite du ministre de l'Agriculture. Sur place, Baba Berté a visité le périmètre maraîcher d'une superficie de 2 hectares 21 ar, le mode d'irrigation et le système californien. Le coût des travaux s'élève à plus de 34 millions de francs CFA, financés à 100% par la Banque mondiale à travers l'OMVS, le maître d'ouvrage et l'Agence de développement rural dans le bassin du fleuve Sénégal. Les bénéficiaires sont les femmes de Dramane. Les femmes dans nos sociétés vivent dans la précarité dans la plupart des régions, et donc de sorte que quand on fait un aménagement de ce genre qui profite aux femmes, je pense que c'est un projet qui est tout à fait pertinent parce qu'il permet aux femmes de mener des activités génératrices de revenus. Le ministre s'est rendu aussi à Seboutou Koura, à Kamankole, dans la commune rurale de Liberté d'Embaya, où il a visité le périmètre maraîcher d'une superficie de 40 hectares, dont la réalisation a coûté plus de 138 millions de francs CFA à la Banque mondiale. Les femmes de Dramane, c'est des braves femmes. Elles travaillent bien. Avant l'aménagement, elles ont eu le courage de cotiser, de prendre un prêt pour acheter un groupe motopompe pour pouvoir travailler cette terre-là. Dans le cercle de Yelimane, le ministre Baba Berté a été agréablement surpris par la culture de Decru dans la commune rurale de Djongaga. Ici, le village de Nyanyela a exploité 100 hectares de maïs. Ensuite, il a visité les périmètres maraîchers des femmes de Gori et de Nyogomera. Cette initiative du gouvernement est une initiative qu'il faut soutenir
parce que c'est une initiative qui participe de la lutte contre la pauvreté. C'est un exemple très réussi. Nous ne gagnerons la bataille contre la pauvreté. Nous ne gagnerons la bataille contre l'insécurité alimentaire qu'à travers ce type d'aménagement de proximité. Il faut rappeler que là où le ministre a passé, il a prodigué des conseils pour qu'ensemble nous luttions contre l'insécurité alimentaire. Hors de nos frontières, dans le nord-est du Nigeria, dans l'état de Borno, les recherches des 7 Français enlevés mardi se poursuivent toujours. Selon les autorités, c'est dans cette région frontalière du Cameroun que pourraient se trouver les otages français. Par ailleurs, le Quai d'Orsay appelle à la prudence et à la discrétion. Kitimé est à moins de 5 km de la frontière avec le Nigeria. Le petit village de l'extrême nord du Cameroun est placé sous haute surveillance. En voiture ou à pied, des gendarmes de la brigade de Dabanga mènent des actions de ratissage dans cette localité pour retrouver les 7 otages français et leurs ravisseurs. Ce jour-là, après plusieurs heures d'opération, ils rentrent bredouille au poste. Ici est désormais gardé pour besoin d'enquête le véhicule qui transportait les 7 Français lors de leur enlèvement. Le renforcement du dispositif de sécurité dans la région s'intègre dans une stratégie élaborée par les autorités camerounaises. L'objectif, c'est de rassurer les touristes étrangers. Un seul incident ne peut pas remettre fondamentalement en cause le caractère sécurisé de la destination Cameroun. Depuis l'enlèvement des 7 Français, l'activité touristique dans la région camerounaise de l'extrême nord tourne au ralenti. Le parc national de Ouaza, qui à cette période de l'année attire un grand nombre de visiteurs, semble désespérément vide. Le ministère français des Affaires étrangères vient de classer cette région zone rouge. Au Vatican, le départ de Benoît XVI se précise de jour en jour. C'est le 28 qui marquera la fin de sa mission à la tête de l'Église catholique. Mais déjà, les préparatifs vont bon train quant à l'élection du nouveau pape. C'est une semaine historique qui s'ouvre pour le Vatican. Dimanche, la prière de l'Angélus donnée par Benoît XVI va marquer le coup de départ pour trouver son successeur. Dès le 1er mars, les cardinaux se réuniront au sein de congrégations pour identifier les priorités de l'Église et entamer par là même la sélection des candidats. Le conclave de 117 cardinaux espère trouver l'homme de la situation dès la mi-mars. Nous essayons de discerner la volonté de Dieu. C'est un critère difficile en réalité. Mais grâce à la prière, cela devient plus clair. Je promets de voter pour l'élu de Dieu, pour celui que Dieu a choisi pour être pape. Il n'y a pas de favori parmi les candidats potentiels. La démission du pape a pris le Vatican de court. Ce qui fait que ce scrutin est plus ouvert que lors de l'élection de Benoît XVI en 2005. Je suis ouvert à un pape de n'importe où dans le monde si je pense que c'est la bonne personne, qu'il soit européen, asiatique, africain ou peu importe. Je pense que les cardinaux doivent s'interroger sérieusement à ce sujet, car cela fait si longtemps qu'il y a des papes européens. Si certains des cardinaux ont déjà abandonné la course pour raison de santé, des noms reviennent régulièrement. Comme Mark Ouellet, un Canadien qui possède une longue expérience de l'Amérique latine. Il y a aussi le Philippin Luis Antonio Tagle, ou bien encore le Ghanéen Peter Turkson, 64 ans, qui représente le continent africain. Une fois le nouveau pape désigné, une cohabitation inédite devrait alors commencer entre les deux hommes, mais Benoît XVI abandonnera alors ses prérogatives pour se concentrer sur sa mission spirituelle. Ouvrons à présent une fenêtre sur les conseils d'administration tenus au cours de la semaine. D'abord celui de l'Institut géographique du Mali, IGM, 17e session du JAR. Pour l'exercice 2013, le budget est équilibré en recettes et en dépenses à plus d'1 milliard 60 millions de francs CFA. Abdraman Maïga, reportage.
Ce budget de plus d'1,60 milliard de francs CFA adopté au cours de cette 17e session permet à l'Institut géographique du Mali, IGM, d'entreprendre la réalisation de plusieurs activités inscrites à son agenda de 2013. Ces défis concernent entre autres la réflexion du système d'information géographique pour le district de Bamako, de la carte du Mali à l'échelle de 1/200 millième, la formation des agents sur le fonctionnement des stations permanentes GPS installées à Bamako et à Ségou. À ceci s'ajoute la construction d'un bureau d'accueil d'orientation, sans oublier la modernisation du parc informatique de l'IGM. Quand vous n'avez pas une bonne cartographie, tout est raté, c'est la base à tout développement. Quand vous n'avez pas une bonne information, quand vous ne connaissez pas votre environnement, votre milieu, vous ne pouvez pas entreprendre des projets de développement. Tout projet de développement a pour base la cartographie. 2013 verra également à l'IGM la poursuite et l'achèvement de certaines actions entreprises en 2012. Il s'agit notamment de la construction des agences IGM de Sikasso, de Mopti et de Tombouctou, de la révision du manuel de procédure administrative, comptable et financière, sans oublier la poursuite de la signature de conventions d'accord en matière de cartographie et de topographie. La cartographie est un outil capital dans les stratégies militaires de nos forces de sécurité. C'est pourquoi je vous exhorte à doubler d'efforts pour la satisfaction de tous les besoins de l'ensemble des acteurs concernés pour le plus grand bénéfice du pays. Cette session a été également mise à profit par les administrateurs pour réfléchir sur les stratégies de renforcement des capacités de production et de gestion des documents cartographiques et topographiques. Cette amélioration permet sans nul doute à cet établissement public à caractère administratif d'atteindre les objectifs assignés, à savoir créer les conditions pour une amélioration de la couverture du territoire national en documents cartographiques et topographiques. À Ségou, 395 millions de francs CFA, c'est le budget 2013 du Centre de recherche et de formation pour l'industrie textile Servitex. Ce budget a été soumis aux membres du conseil d'administration du centre. La session a été présidée par le ministre du Commerce et de l'Industrie, Abdelkader Konaté. Reportage Candesila. Le Servitex, le centre de recherche de formation pour l'industrie textile, est conçu pour être une réponse à la demande du marché en matière de formation initiale et continue, la promotion de la recherche dans le domaine des textiles et annexes au niveau national et sous-régional. Une dizaine de points étaient à l'ordre du jour de la 9e session ordinaire de son conseil d'administration. Parmi ces points, le rapport d'activité 2012 du centre. En 2011-2012, première année de la reprise de la formation initiale, 51 étudiants se sont inscrits et poursuivent leur formation actuellement dans le centre. L'année scolaire 2012-2013 a bien démarré au Servitex pour l'ensemble des 118 apprenants qui y sont régulièrement inscrits. En 2013, le Servitex entend consolider les acquis tout en maintenant le cap de faire du centre une référence sous-régionale en matière d'industrie cotonnière. Déjà dans le processus du classement et d'appui à la commercialisation du coton-fibre en Afrique, le Servitex est un acteur incontournable grâce à ses équipements performants. Et le budget 2013, qui se chiffre à 395 millions de francs CFA, s'inscrit dans cette perspective. Ce centre, mesdames et messieurs, a une particularité, celle de faire le lien entre l'agriculture et l'industrialisation, deux secteurs en pleine mutation technologique dans notre pays, qui évolue dans une économie ouverte et fortement concurrentielle. À cet effet, le Servitex doit être un véritable creuset où la formation et la recherche s'orientent constamment vers la pratique en vue de permettre aux entreprises évoluant dans la filière coton-textile de réaliser des gains de productivité et de compétitivité. Les conclusions et recommandations issues de cette 9e session porteront certainement haut la candidature du centre au programme d'appui et de développement des centres d'excellence régionaux de l'UEMOA et au programme de formation en métrologie et management de la qualité dans l'espace IMEA, une des préoccupations majeures du centre. Voilà une session qui était présidée par le ministre du Commerce et de l'Industrie, Abdelkarim Konati. La mutuelle des travailleurs de l'éducation et de la culture, MUTEC, pérennise les actions de protection sociale de ses membres. Elle vient de signer une convention avec la Caisse nationale d'assurance maladie. Cette signature de convention permet à plusieurs dizaines de mutualistes de bénéficier des avantages de l'assurance maladie. D'autres précisions, c'est avec Agali Ag Aguissa.
La signature de cette convention élargit la protection sociale aux adhérents de la mutuelle des travailleurs de l'éducation et de la culture MITEC. Créée depuis 1987, la MITEC vise à promouvoir la santé de ses membres à travers des cotisations. Un objectif qui rime bien avec l'initiative de l'assurance maladie obligatoire AMO. La mise en place de l'assurance maladie par l'État rentre en droite ligne des objectifs de la MITEC qui avait initié avec d'autres mutuelles l'assurance maladie volontaire afin de développer une culture de prévoyance et surtout la solidarité face aux risques maladie. Nous avons vite compris à la MITEC, tout comme à la mutualité, que si la santé n'a pas de prix, elle a quand même un coût. C'est dans cette optique que la MITEC s'est dotée depuis 1990 d'un centre de santé à Bamako pour assurer la couverture médicale de ses membres. La signature de cette convention avec la Caisse nationale d'assurance maladie CANAM ouvre les portes du centre à d'autres corps professionnels. Elle permet également aux adhérents de la mutuelle de bénéficier des avantages qu'offre l'assurance maladie obligatoire. La MITEC fera les prestations, elle fera ses factures, elle les enverra au même titre que les autres établissements de soins. Ceci couvre la consultation, les examens de laboratoire, les médicaments, le cabinet dentaire et toutes les explorations qui peuvent se faire au niveau de ce centre. Pour nous, ça nous paraît un élément assez important pour aussi soutenir la MITEC dans son expansion. Et pour que le pactage soit complet aujourd'hui, je voudrais inviter la MITEC à réfléchir, à se doter d'un appareil d'imagerie. Avec un budget annuel de 75 millions de francs CFA, les centres de santé de la MITEC enregistrent plus de 8000 consultations par an. Un mot de culture dans cette édition avec ce rendez-vous à ne pas manquer en janvier 2014. Mopti abritera le forum culturel de Tabital Poulakou international pour la solidarité et le développement en Afrique. Pour une bonne organisation de cette rencontre internationale, l'association nationale Tabital Poulakou Mali a tenu aujourd'hui une réunion d'information et d'échange, réunion suivie par Tchemoro Sagara. Deux communications ont émaillé cette réunion technique, à savoir les textes législatifs et réglementaires de Tabital Poulakou International et les termes de référence du forum international qui se tiendra à Mopti en janvier 2014. Une rencontre qui a pour thème la transhumance et mode de gestion de la pâture, héritage culturel et enjeux. Il s'agit pour ses membres et sympathisants de Tabital Poulakou Mali de s'approprier des termes de référence du forum de Mopti et faire éventuellement des suggestions au plus tard en fin mars 2013. Nous avons un projet qui nous a été confié par le Bureau international. Il s'agit d'organiser un forum culturel d'échange sur la culture peul, les problèmes de développement, les questions de société, de peul. Ce n'est pas seulement comme d'habitude les festivals où on chante, on danse, on s'en va. Non, il faut maintenant analyser en réalité la vie des sociétés pastorales. Justement, c'est au stade de réflexion et de conception. C'est la première rencontre où on a informé le maximum de cadres. Pas peul, peul et non peul qui sont amis de la culture. La rencontre de Mopti se veut un forum d'échange et de partage d'expériences du Poulakou, c'est-à-dire Fulbe et amis de la culture Peul de tous les coins du monde. Son programme prévoit des symposiums et des visites de sites. Cette réunion technique a été mise à profit pour faire l'appel de Tabital Poulakou International à la solidarité avec le peuple malien et à son armée. Un grand spectacle a donné hier après-midi à Ouagadougou le coup d'envoi du FESPACO. C'est un incontournable festival du cinéma d'Afrique pour sa 23e édition et dédié aux femmes. Environ 15 000 personnes assistaient en fin d'après-midi au stade du Katout à la cérémonie d'ouverture du festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou présidé par le Premier ministre du Burkina Faso, Jean-Adolphe Thiago. Nos envoyés spéciaux au Burkina Faso sont Modibo Souaré et Tchédje Kamara. Notre confrère Thomas Lazare Keita, journaliste réalisateur de l'ERTM en détachement à la délégation générale aux élections depuis quelques années, a été rappelé à Dieu hier vendredi dans la soirée. Thomas Lazare Keita a été à l'époque un présentateur bien connu de la télévision nationale. Son portrait, c'est avec Oumar Sangari.
Plus de 6 ans, je ne suis pas parlé à un micro de Bozola. Bon, je suis de cœur avec vous parce que c'est mon métier. Pourvu que nous soyons à votre côté, que Dieu nous prête tous longue vie pour qu'un jour, on se retrouve toujours pour fêter des anniversaires. Né en septembre 1961 à Bamako, Thomas Lazare Keïta, journaliste-réalisateur, actuellement en détachement à la délégation générale aux élections, la DGE, fit ses études primaires à l'école de la cathédrale de Bamako et à l'école fondamentale Prosper Camara. Orienté au lycée Prosper Camara, où il décrochait son baccalauréat, Thomas Lazare Keïta poursuit ses études supérieures au CESTI de Dakar, le centre d'études des sciences et techniques de l'information, où il obtint la licence en journalisme-communication. Après Dakar, il continuait ses études à l'université d'Aix-Marseille 2 en France, afin d'approfondir ses connaissances en journalisme. De retour au pays, il intégra la fonction publique en avril 1994. Il est alors mis à la disposition du ministère de la Culture et de la Communication pour être affecté à l'ORTM en juin 1994. Très vite, il s'est affirmé comme un journaliste talentueux, ce qui lui valut le poste de présentateur à la télévision nationale. Depuis quelques années, Thomas Lazare Keïta était en détachement auprès de la délégation générale aux élections, où il servira jusqu'à son rappel par Dieu ce jour 23 février 2013. La cérémonie de levée du corps aura lieu le lundi 25 février 2013 à la cathédrale de Bamako à partir de 15h. Cette même cathédrale où Thomas, son épouse et ses 4 enfants fréquentaient avec ferveur chaque dimanche. Dors en paix, cher collègue Thomas Lazare Keïta. Dors en paix, cher ami, cher frère. Dors en paix au royaume de Dieu. Voilà, les funérailles sont prévues ce lundi à 15h à la cathédrale de Bamako. Par ma voix, toute la direction de l'ERTM présente ses condoléances les plus attristées à la famille, aux amis et aux proches du défunt. Que la terre lui soit légère. Amen. Retenez également tout notre soutien à nos forces armées et leurs alliés engagés dans le combat contre le terrorisme. Bon week-end, bonsoir et à demain. Merci.